Bonjour à toutes et à tous, Nicolas de la chaîne philosophique, donc une nouvelle vidéo. Bienvenue, merci de m'écouter, donc toujours en Martinique. Aujourd'hui je vais vous parler du conatus, de la volition, de la volonté, de la fonction conative, de la conation. Il y a beaucoup de termes conatifs, l'effort, la volonté. Donc qu'est-ce que le conatus? Donc c'est un terme latin. On parle aussi de conation ou de fonction conative. Donc en psychologie, il existe trois instances psychologiques. Donc il y a la fonction cognitive, donc c'est tout ce qui est apprentissage, intelligence, l'affectivité, et la fonction conative, dont on parle beaucoup moins. Donc c'est un ensemble de processus psychologiques permettant d'aboutir à l'action. En latin, conatus veut dire s'efforcer, s'évertuer. Donc c'est aussi cet élan, cette impulsion, je dirais même cette évolution créatrice chère à Bergson. Spinoza aussi en parlait dans l'éthique, donc il parle de persévérance, de persévérer dans son être, grâce à cette volonté que tout chacun a de manière inhérente, de manière personnelle et dans son ipséité. Alors pour ma part, c'est un terme optimiste qui renvoie quand même à une certaine forme de désir, de motivation, de volonté d'agir, d'action. Même si le désir, chez certains philosophes, a une connotation, je dirais, plus primaire, plus instinctif, plus un désir de se nourrir, de survivre. Si on reprend même les besoins, par exemple, de Maslow, Abraham Maslow qui est un psychologue, avec cette fameuse pyramide des besoins, donc il y a ce désir. Mais je reviendrai un peu plus tard. Donc avec la notion de conatus, de volonté, de volition, on revient à la loi de cause à effet ou de principe de raison suffisante. Donc Leibniz en a parlé, Schopenhauer en a parlé, j'en ai parlé sur des vidéos précédentes. Donc une volonté a pour but de produire une action. Il y a le moyen que l'on entreprend et la finalité. Donc ça me rappelle aussi un concept, j'ai fait une vidéo donc, sur l'antéléchie aristotélienne. Donc il y a cette volonté d'agir et la puissance qui va induire l'action. Voilà, là je résume, mais il faut voir ma vidéo sur l'antéléchie. Alors il y a des philosophes aussi qui considèrent, et comme je l'ai dit, par exemple Thomas Hobbes qui a écrit le Léviathan et d'autres œuvres bien sûr, lui aussi a utilisé le terme conatus, mais pas dans la même perspective. Il s'agit pour lui de l'instinct de conservation et c'est un concept dynamique. En effet, l'homme est mu, il est en mouvement par un désir inquiet d'acquérir des puissances et des puissances. Pascal aussi, donc dans ses pensées, je vais vous montrer l'œuvre. Voilà, que je suis en train de terminer, il y a plus de 500 pages. Parle d'instinct. Donc lui considère l'instinct comme un pressentiment ou un mouvement secret qui fait agir l'homme naturellement et sans raisonner. Donc là, on en revient aussi à les philosophes qui pensent que la volonté vient de la raison et qui est régie par la raison, et d'autres qui viennent de manière inconsciente, de manière instinctive. Il y a donc une opposition entre certains et d'autres philosophes qui considèrent que la volonté est guidée par la raison, voire la raison universelle, comme Kant, Descartes, donc des rationalistes, ou Kant qui a développé aussi l'idéalisme transcendantal. Voilà. Donc la volonté est une faculté proprement humaine. Donc ces deux philosophes pensent qu'elle transcende les tendances naturelles de l'homme
et lui permet de se gouverner librement à l'encontre de ses tendances. La volonté est aussi vue par certains philosophes comme l'expression d'un libre arbitre chez un autre, chez un sujet, par exemple entre ses désirs actuels et ses souhaits futurs. Donc il y a un choix libéré, il y a une prise de décision d'agir. Après, d'autres, comme Spinoza, dans la volonté, pensent qu'elle est déterminée. Par exemple, Schopenhauer, lui, le concept de volonté, il appelle le vouloir vivre. Donc c'est intéressant. Donc il assimile à la chose en soi, désigne la force initiale et inconditionnée qui est à l'origine du monde phénoménal. C'est la seule expression vraie de la plus intime essence du monde. Tout aspire et s'efforce à l'existence et si possible à l'existence organique, c'est-à-dire de la vie, et une fois éclose, à son plus grand essor possible. Alors si je reviens sur Descartes dans les méditations métaphysiques, ou même dans le discours de la méthode, lui, il pense que la volonté est intarissable. Elle est sempiternelle, quoi. Elle ne s'arrête pas, cette volonté. C'est pas comme la logique, la raison, où on arrive à certaines limites. La volonté, elle est, et c'est ça qui est intéressant justement, de voir entre le désir et le désir qui est géré par notre instinct naturel et la volonté qui est régie par notre raison universelle. Alors chez certains philosophes aussi, on parle de faiblesse de la volonté. Moi, ça me rappelle un terme, la procrastination par exemple. Quand il y a une volonté qui est trop exacerbée, qui est trop prédominante, qui afflue dans tous les sens, on n'arrive plus à la contrôler. Et finalement, on repousse ce qu'on devait faire le jour même au lendemain, et ainsi de suite. Et on rentre dans un cercle vicieux. Et là, justement, il y a une connotation négative, une faiblesse de la volonté. On est comme dans une forme d'abolie, d'anémie intellectuelle et même physique. Donc il se pose un problème moral qui touche au fonctionnement de la volonté et celui de sa possible faiblesse. En effet, la volonté s'oppose en principe aux pulsions naturelles et aux désirs, comme je l'ai mentionné un peu plus haut, auxquels elle nous permet de résister. Toutefois, en pratique, il est fréquent qu'elle n'ait pas la force suffisante pour y parvenir. C'est le problème de la faiblesse de la volonté ou acrasie, soulevée notamment dans la philosophie antique, par Aristote en l'occurrence, dans l'éthique à Nicomaque. Donc, je vous montre l'œuvre qui est toujours intéressante à montrer et à lire, surtout en entier. Donc, lorsque nous agissons à l'encontre de ce que nous considérons pourtant comme le meilleur choix, ce problème pose la question des rapports entre la volonté et le désir. Donc il y a une forme de dissonance, je dirais même, une dissonance cognitive. Ou encore aussi entre la raison et les émotions. L'homme est-il gouverné par sa raison lucide et réfléchie, comme il aime à le croire, ou bien ne peut-il s'empêcher d'obéir à ses émotions et à ses désirs, ce qui porterait atteinte à la dignité et même à la liberté auquel il prétend. Une très belle problématique. Et justement, on renvoie encore aux problèmes et aux discours différents de philosophes entre le désir, les émotions, la raison, l'intuition. Donc il y a tout ce processus, toutes ces instances qui pour ma part, s'entremêlent et interviennent de manière anarchique. D'où l'intérêt d'essayer de maîtriser, je pèse mes mots. On retrouve aussi la volonté dans la nature quand on l'observe. Nietzsche en parlait dans la volonté de puissance par rapport à l'homme, mais il faisait aussi une allégorie, une image. Il prenait l'exemple par exemple d'une jeune pousse qui est attirée par la lumière, la photosynthèse, le CO2, l'eau,
Et cette plante, elle tend à vouloir se développer de manière naturelle. Et c'est la même chose chez les êtres humains. On a ce besoin de se nourrir, de respirer, de vivre, de prendre une bonne bouffée d'oxygène, surtout en ce moment. Donc, je dirais que la volonté est pour ma part une des notions essentielles de l'espèce humaine, de l'espèce animale. Et pour moi, c'est une question vraiment ontologique qui correspond vraiment à l'être. Et sans volonté, on ne peut rien faire. On a beau avoir tout ce qu'on veut, la volonté, c'est celle qui permet de passer à l'action. Et on peut faire des erreurs, bien sûr. Et après se corriger. Et la volonté se modifie. Il y a différentes formes, il y a différentes nuances de volonté. Voilà. Donc moi, c'est vraiment le conatus, la volition, la volonté, la fonction conative. C'est vraiment une notion qui m'inspire énormément. Et j'essaie justement d'œuvrer chaque jour avec cette notion-là et de me l'approprier et de me l'intégrer et d'agir en fonction des facteurs personnels, endogènes et exogènes. Voilà. Donc je termine avec cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner, partager massivement, mettre des j'aime, mettre des commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne philosophique. C'était Nicolas. Merci. Au revoir.